table ronde, on parle du lin bio. Hein, donc la place du lin bio, les problèmes techniques et le marché. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pauline Laurent, animatrice de l'association Lin et Chanvre Bio. Vous avez dû me croiser au moins par mail ou par téléphone pour beaucoup d'entre vous. Donc je suis chargée de coordonner l'association. Je travaille aussi beaucoup sur le terrain avec les agriculteurs pour les accompagner dans la production de lin bio. Je sers aussi à mettre en réseau tous ces agriculteurs de toute la France, tous ces liniculteurs qui en font déjà ou en devenir. Donc l'association travaille sur plusieurs régions. On va dans les Hauts-de-France, en Normandie bien sûr, en Seine-et-Marne, et puis même en Bretagne cette année. Je crois qu'il y a des Bretons dans la salle qui sont venus exprès. En Belgique, tout à fait. Donc voilà, c'est aussi une culture qui prend de plus en plus d'importance. On est là à la fois pour les liniculteurs bio, mais aussi pour les agriculteurs et agricultrices qui se posent des questions sur leur conversion bio et sur le fait de faire du lin ou non en bio. Donc Mathieu pourra parler un peu plus de la culture, étant lui-même liniculteur bio depuis plusieurs années. Aujourd'hui, un des objectifs de l'association, c'est vraiment de développer ces surfaces en bio, puisque un gros point dans la filière, c'est actuellement le manque de matière, en fait, le manque de production bio. Donc aujourd'hui, on a eu quelques chiffres sur la production de lin française et en Normandie, et il faut savoir que le lin bio, aujourd'hui, c'est moins de 1% des surfaces de lin. Donc il y a vraiment de la marge. C'est cultivé sur les mêmes bassins de production que le lin conventionnel, mais ça implique d'avoir une ferme en bio. Donc c'est pas seulement le lin qui doit être bio, mais aussi toutes les cultures sur la ferme, voire l'élevage associé. Aujourd'hui, d'après les chiffres qu'on a de la politique, des données DRAF liées à la PAC, on a un compte de 350 hectares environ de lin certifié agriculture biologique et environ 700 hectares de lin en conversion, c'est-à-dire en première année ou en deuxième année, les 2 premières années de conversion bio en fait. Donc c'est des surfaces qui augmentent chaque année. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de surfaces en conversion qu'en bio. Donc il y a vraiment un potentiel de la matière qui va arriver. Il faut aussi que les agriculteurs puissent trouver des ressources pour pouvoir faire du lin correctement et voilà, gérer leur culture. C'est une culture qui est quand même à forte valeur ajoutée. Dans des zones, dans des régions, il y a assez peu de surface en bio, puisque par exemple les régions de grande culture, donc Normandie, type Pays de Caux, Bessin où nous sommes aujourd'hui, et les plaines des Hauts-de-France, c'est parmi les régions où il y a le moins de bio en France. Donc le lin bio est une vraie opportunité aussi pour augmenter ces surfaces en bio. Voilà. Je laisse la parole à Mathieu. Donc bonjour à tous. Donc Mathieu Grenier, je suis agriculteur dans le Pays de Caux en Seine-Maritime, agriculteur avec ma femme dans un système de polyculture élevage. Donc on fait du lin, mais on fait aussi du lait de vache, etc. En bio depuis 10 ans. Donc on m'a demandé de parler un peu agriculture ce matin. Donc moi ce que j'ai envie de dire en premier concernant la culture du lin, enfin du lin bio, c'est que c'est une plante qui va très bien justement avec l'agriculture biologique pour 2 raisons. Donc c'est une plante qui a peu de besoins, donc on va pouvoir la conduire sans engrais assez aisément vu que c'est une plante qui a peu de besoins. Et ensuite c'est une plante qui a un cycle de végétation très rapide. Donc on dit que le lin vient en 100 jours, donc on le sème au 1er avril et on l'arrache au mois de juillet. Donc en fait cette rapidité-là fait que c'est une plante qui est assez concurrentielle. Et donc on va justement pouvoir la conduire sans herbicide. Donc c'est une plante qui va plutôt bien. Je pense aussi qu'il y a un bénéfice sur la qualité de faire l'impasse donc sur les produits de synthèse, engrais et chimie. Voilà, donc il y a un vrai potentiel en bio, enfin faire du lin bio.
Alors je dis pas que c'est non plus, enfin, il y a le revers de la médaille, comme on dit. Donc on a un rendement légèrement inférieur en lin bio. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, en céréales, quand on passe en bio et donc on fait l'impasse sur les engrais, on va avoir une baisse de rendement de l'ordre de 50%. Et donc avec du lin, on va avoir une baisse de rendement qui est beaucoup plus faible, qui est de l'ordre de 15 à 30%. Donc c'est ce que je disais sur le fait que c'est une plante qui a peu de besoin. Donc il y a un intérêt à ce niveau-là à faire du lin en bio. Et ensuite, donc qu'est-ce que je voulais dire aussi sur cette partie-là? Donc ça, et aussi voilà, la notion de risque, voilà, quelque chose qui est important sur la production de lin en bio. Le fait de faire l'impasse en fait sur l'engrais et sur les engrais et les produits chimiques, les produits de traitement, c'est qu'en fait on fait l'impasse sur un certain nombre on va dire, d'outils ou d'assurances pour corriger les problèmes. Donc si on a un problème qu'on n'a pas pu semer dans les bonnes conditions, on n'a pas eu la météo, on a une mauvaise levée, il fait très froid par exemple et la fertilité naturelle du sol ne marche pas, là l'engrais aurait un intérêt assez important, donc nous on fait l'impasse là-dessus. Donc tous ces outils-là on ne les a pas. Donc, ce qui fait que mais ça c'est d'une façon générale en bio, c'est-à-dire qu'on prend plus de risques en fait, vu qu'on fait l'impasse sur les aspects, les outils de la chimie en fait. Donc voilà. Donc par exemple un exemple, c'est qu'aujourd'hui on a un lin qui est très poussant cette année. On a plutôt des beaux lins, on a une bonne météo. Donc là tous les producteurs pensent certainement comme moi qu'il y a un risque d'orage pour fin de semaine. On a des lins qui sont assez poussants, donc on est assez inquiet du risque de verse sur lequel pour le coup on n'a aucun outil. Donc en bio, par rapport à ça, ce qu'on va faire, c'est énormément de préventif. On va essayer de prévenir tous ces problèmes-là, les problèmes de fertilité, de salissement par des mauvaises herbes, de maladies, etc. On va essayer de les gérer par de la prévention, c'est-à-dire un assolement avec une rotation des cultures, etc. etc. Voilà. Donc sur quelques éléments un peu sur la production. Ensuite... par rapport à ce qui vient d'être dit sur quelque chose qu'on sent pas mal, c'est vraiment cette période de changement d'échelle de la bio, quoi. C'est que jusqu'ici, donc moi ça fait 10 ans que je fais du lin bio, jusqu'ici on était 3, 4, 5 producteurs par teillage. En gros on se connaissait tous, ceux qui faisaient du lin bio dans la région. Pardon. Et là on sent vraiment cette année il y a un réel changement, ce que Pauline vient de dire, il y a énormément de fermes en conversion qui arrivent. Donc en gros les surfaces en lin bio doivent doubler l'année prochaine. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment assez fort et qui nous pose donc des questions de filière. Donc je ne sais pas si j'ai le temps de parler des démarches qu'on a de réflexion contrat. J'en dis 2 mots. Donc ça pose beaucoup de questions sur comment on structure la filière lin bio. Donc bon, moi je vois ça au niveau de la production, mais donc une des pistes de travail qu'on a au niveau de l'association depuis l'an dernier. Donc on a identifié un certain nombre de sujets comme comment construire des filières européennes, comment garantir finalement de la matière pour toute la filière, avec un partage de la valeur ajoutée au sein de la filière et permettre donc un prix rémunérateur. Donc je parle au niveau de la production de cette baisse de rendement de 15 à 30% et de la prise de risque. Et donc voilà, en gros les objectifs qu'on avait, et une des solutions qu'on a imaginées, c'est de réfléchir à des contrats. Donc des contrats tripartites, c'est-à-dire agriculteur, premier transformateur le teillage et premier acheteur, on va dire le filateur. Donc une réflexion qu'on a commencée. La réflexion contrat, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans les filières agricoles, agroalimentaires et je pense textiles. C'est pas forcément dans la culture. Grosse question que ça a posé, c'est comment est-ce qu'on peut s'engager à long terme, enfin à moyen long terme dans une filière, sachant qu'on peut avoir une récolte comme la récolte 2020, qui est une récolte avec très peu de quantité et très peu de bonne qualité aussi. Donc est-ce qu'on peut engager des volumes avec un accord sur on va dire un type de qualité et un type de prix. Donc ça c'est des questions à travailler. Autre question que ça pose, et donc c'est la journée d'aujourd'hui, c'est l'occasion de se poser ces questions-là. C'est comment est-ce qu'on peut valoriser en fait toutes les matières d'un lin bio. Donc on voit aisément tous les débouchés qu'il y a sur la fibre longue de bonne qualité, mais il faut aussi pouvoir valoriser en bio et si possible en Europe tous les autres produits, c'est-à-dire les fibres de moins bonne qualité, les étoupes, etc. Donc il y a des vraies questions à se poser là en termes de filière et au niveau industriel, quoi. Donc ça c'est les questions qu'on s'est posées et par rapport au fait que de cette question est-ce qu'on s'engage à long terme, etc.
moi, l'analyse que je me fais, c'est qu'il faut aussi se poser la question sur peut-être faire des contrats plus longs au sein de la filière, aller jusqu'aux autres acheteurs de la filière, donc tisseurs, tricoteurs, etc., et jusqu'à la marque, pour qu'il y ait une vraie réflexion. Le contrat, c'est un outil qui est, je pense, pas très connu aujourd'hui c'est mieux, pas très connu ou pas très utilisé. C'est en train vraiment de bouger dans toutes les filières, mais il faut vraiment pas s'interdire de continuer à réfléchir sur ce sujet-là. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Merci Mathieu. Le masque. Le masque, et tu mets très près. Ok. Je me présente, Olivier Vasseur. Je suis négociant et commerçant, j'irai pour les fibres de lin et fibres de chanvre conventionnelles et maintenant bio. On vient de soulever le côté qualitatif de la récolte 2020. Donc la récolte 2020 amène une récolte pauvre en quantité et pauvre en qualité. Ça amène une autre réflexion sur les débouchés du chanvre et du lin bio. C'est-à-dire que pour l'instant, on avait travaillé sur les tissus qui allaient pour les chemises en tissage pour le 26 NM, pour la maille pour le 26 NM. Or, la récolte 2020 amène une récolte qui est pauvre en quantité et pauvre en qualité et qui ne répond peu ou pas, je dirais, à ce marché qui est en place. Donc nous devons travailler à des nouveaux marchés sur des tissus qui sont plus gros, pour des toiles jeans, pour des toiles pour les vestes, par exemple, donc 10 NM, 12 NM, 15 NM. Donc on doit élargir la palette, je dirais, des marchés et on doit travailler sur ces marchés. Après, pour ce qui est de la question des prix et des qualités, les prix, il y a vraiment un intérêt pour le lin bio, mais ce qui est important, c'est la qualité et le rapport qualité-prix. Et je pense que l'ensemble de la filière est prête à intégrer l'ensemble. Et il y a besoin de travailler avec l'ensemble des acteurs. Et je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est le partage des marges. Le partage des marges, je dirais, de la distribution jusqu'au producteur. Et qu'on puisse travailler en transparence. Et à partir de ça, on peut mettre en place des contrats, je dirais pas tripartites, je dirais quadri ou au moins, ou plus. Je dirais qu'il faut intégrer tout le monde. Pour vraiment un partage de marge et que tout le monde puisse s'y retrouver. Et après, je dirais, pour ce qui est la question des prix et l'évolution des prix, je pense qu'il faut aller par palier. Il y aller, je dirais, aujourd'hui, les fourchettes de prix sont entre 3 à 5 euros pour le lin, je dirais, bio. Tout dépend vraiment de la qualité et je pense qu'on peut faire évoluer les prix, mais il faut y aller par palier pour que l'ensemble de la filière puisse s'adapter doucement. Donc des évolutions de prix autour de 4 à 5% par an sont des évolutions qui sont tout à fait à intégrer, je dirais, d'un contrat sur plusieurs années. Merci Olivier. Voilà. Donc vous l'avez compris, le marché du lin bio, c'est un marché vraiment en expansion. Là, il y a une très forte demande de l'aval et donc on cherche des producteurs. Voilà. Comme Mathieu l'a dit, on cherche des producteurs, comme vous l'avez dit aussi, madame. Il y a vraiment de la place pour le lin bio et les gens qui font du lin bio gagnent de l'argent, je crois, assez, sauf une année comme l'année dernière, mais c'était pareil pour tout le monde. Et donc, voilà. Notre journée, c'est vraiment pour faire connaître le lin bio et connaître encore plus de producteurs de lin bio. Philippe Ménage, je vous laisse vous présenter. Oui. Bonjour à tous. Donc je suis Philippe Ménage. J'appartiens à l'IFTH. Donc l'IFTH, c'est l'Institut français du textile et de l'habillement. Donc c'est un centre industriel textile. Et je remercie Madame Giorgi de m'avoir invité à cette journée suite aux échanges que nous avons pu avoir. Donc l'IFTH existe depuis de nombreuses années et j'en fais partie depuis une trentaine d'années. Et quand je suis rentré à l'IFTH, qui s'appelait l'ITF à l'époque, j'étais donc embauché en tant qu'ingénieur filature lin. Donc j'ai pu mener depuis ces 30 dernières années donc en fait un certain nombre d'études sur le lin. Alors pas forcément sur le lin bio parce qu'on n'en parlait pas vraiment de lin bio à ce moment-là. Donc je dirais jusque dans les années 90, l'IFTH en collaboration avec la profession donc et notamment l'ITL donc qui était l'Institut technique du lin Arvalis aujourd'hui, nous étudions la qualité de la récolte chaque année, par exemple.
Donc chaque année, une dizaine de lots étaient sélectionnés donc, dans chacune des régions de France pour en étudier la qualité, aussi bien morphologique, pour étudier sa divisibilité, pour voir comment le lin se comportait. Et ça se terminait par des essais véritablement donc, en filature au sec, filature au mouillé. Et ce type, je dirais, d'études permettait donc à la fois aux agriculteurs et aux agriculteurs tailleurs et également aux filateurs de connaître la qualité annuelle de chacune de ces récoltes. Donc par la suite, on a également mené d'autres études avec l'ITL, par exemple, donc aussi sur l'influence des conditions culturelles sur il y a aussi la qualité des fils, donc influence de la variété, par exemple, influence de la date d'arrachage, des densités de semis, de l'utilisation de régulateurs de croissance ou pas. Plusieurs études ont été menées, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais à cette époque, donc des études plutôt régionales. Et puis nous avons par la suite aussi mené des études plus européennes autour je dirais d'un procédé de dégommage un peu particulier en filature au mouillé. Nous étions persuadés que l'on pouvait remplacer le dégommage chimique, donc en filature au mouillé, par ce qu'on appelle le dégommage enzymatique, qui est plus favorable notamment à l'environnement, sachant que le dégommage chimique utilise forcément des produits de type soude qui ne sont pas favorables à l'environnement. Donc nous avions mené plusieurs études, l'une un peu à la suite des autres, donc jusqu'à dans les années 2005 à peu près. Nous avions pu prouver, lors de donc on avait travaillé à l'époque avec l'INIFICHO, notamment l'Université de Rouen, un centre technique belge, le Centex Bell, voilà. Et nous avions pu notamment montrer que à partir par exemple de lin sous rouille, on était capable de retrouver une qualité sensiblement identique à un lin normal, notamment pour des applications de tricotage. Alors vous allez me dire pourquoi ça ne s'est pas développé. Bon, je dirais, si techniquement nous avions obtenu des résultats intéressants, il fallait encore utiliser des concentrations assez importantes d'enzymes et je dirais économiquement ça ne passait pas pour l'INIFICHO par exemple. Et il n'y a pas eu de suite à ce moment-là, sachant que l'on avait souhaité, par exemple, voulu développer une unité de recyclage d'enzymes pour justement diminuer ses coûts, mais cela n'avait pas abouti à l'époque. Alors par la suite, je dirais, on a un peu vu le nombre de filatures qui continuait encore à exercer en Europe. Je dirais l'IFTH a un petit peu moins travaillé sur les aspects filature et on s'est un peu plus concentré sur les aspects de développement, on va dire, de type industriel, type non tissé, composite. Cela dit, je pense que vu le regain d'intérêt pour les filatures de lin ou de chanvre en France aujourd'hui, peut-être ces volets de travaux enzymatiques pourraient être repris pour apporter, je dirais, un côté environnemental plus favorable également au fil que l'on pourrait obtenir en lin bio. Merci. Je crois qu'on a un peu plus de micros. Ah, super. Je tiens ça. Donc on va prendre 2-3 questions, si vous voulez. Donc je me déplace avec le micro pour prendre les questions. Voilà. Si quelqu'un a des... Voilà. Pour les questions sanitaires, je garde le micro dans la main. Bonjour, Monsieur Ménage, vous avez donc exercé ces études, enfin ce métier de chercheur pendant une trentaine d'années, à peu près, peut-être un peu plus. Est-ce qu'au début de votre carrière, on ne parlait pas de lin bio, mais on parlait, enfin le lin, c'était le lin, quoi. Donc est-ce que entre ce lin, disons, d'avant la chimie, parce que je crois que la chimie est arrivée sur le lin plus tardivement que sur les autres cultures vivrières, est-ce que vous avez constaté une différence de la qualité des fibres ou quelque chose comme ça? Enfin, question très généraliste, pardonnez-moi, mais... Est-ce qu'il y a un micro ?
Alors effectivement, à l'époque, on ne parlait pas de lin bio. Je dirais la filière lin bio, c'est vrai qu'on en parle depuis peut-être 10-15 ans. Bon, il y a une quinzaine d'années, on en entendait déjà parler un petit peu, mais c'était vraiment de manière assez marginale. Alors, les traitements chimiques, eux, sont apparus depuis quand même bon nombre d'années. Hein. Donc, je veux dire, moi, si je suis arrivé effectivement à l'IFTH dans les années 89-90, le traitement chimique était déjà utilisé depuis une vingtaine d'années. Bon, préalablement à ça, on utilisait ce qu'on appelait la filature au mouillé à l'eau chaude, c'est-à-dire qu'on n'utilisait pas forcément de traitement, mais on passait simplement les mèches dans l'eau chaude. Mais c'est ce qu'on appelait la filature écrue. Le traitement chimique a apporté, je dirais, beaucoup en termes de dissociation des fibres, c'est-à-dire qu'il a permis de faire des fils beaucoup plus fins, tout au moins de manière, je dirais, industrielle. Parce que je me souviens effectivement qu'un jour, un tailleur justement de la région de Caen était venu me voir il y a, je dirais, une vingtaine, 20-25 ans peut-être, avec des fils de lin brodé, et ces fils de lin, on les avait analysés, ils faisaient 200 métriques. Alors c'était des fils qui avaient été obtenus, je dirais, à la fin du 19e siècle, hein, probablement. Aujourd'hui, je pense qu'on est incapable de faire ça. Donc beaucoup de choses ont changé depuis cette époque. Les méthodes de culture, les méthodes de taillage, plein de choses ont changé. Et la finesse des fibres, donc notamment lorsqu'on a pu faire cette analyse de récolte, on a vu au cours des 20 années où on a travaillé ces lins que peu à peu la finesse des fibres se dégradait, si vous voulez. Donc, alors c'est vrai qu'on était plutôt dans une période où on favorisait la production en fibres, hein, c'est-à-dire le taux de fibres, la production à l'hectare, le nombre de fibres au kilo. Donc forcément, c'était peut-être au détriment de la finesse des fibres. Hein, ça aussi. Excusez-moi. Je me coupe un peu parce qu'on va être... Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, une question ici. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Jean-Louis d'Anjou, je suis teinturier dans la région lyonnaise et je teins déjà du lin depuis plusieurs dizaines d'années. Et je trouve qu'il y a une présence de plus en plus forte de particules métalliques dans le lin ces années-là, par rapport il y a 10, 20 ou 30 ans en arrière. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que ça vient des méthodes de préparation? Voilà ma question. C'est pour moi, j'imagine. Je sais pas. Alors... le filaire. Ouais. Ça marche. Ça marche, ok. Et vous l'approchez bien. Alors là, la question de particules métalliques, ça peut venir de beaucoup de choses. Hein. Oui. Ça peut venir simplement de l'eau, ça peut venir, je dirais, de particules métalliques, effectivement, que le lin aurait pu entraîner avec lui sur des machines de transformation. Hein, donc ça peut aller de la tailleuse jusqu'à la machine de préparation en filature. Donc là, je dirais, c'est le genre de questions toujours difficiles à laquelle il est difficile de répondre d'emblée. Généralement, ça fait toujours l'objet d'expertise, hein, et c'est jamais très facile d'y répondre. Oui, vous évoquez 15% de production en moins entre un lin conventionnel et un lin bio. Est-ce que vous arrivez à valoriser davantage, alors à qualité égale, bien sûr, parce que la qualité est fondamentale, à qualité égale, est-ce qu'on vous paye mieux le lin quand il est bio pour une même qualité? Aujourd'hui, on a une valorisation du lin bio qui est différente de la valorisation du conventionnel. Donc en fait, le principe, c'est que à qualité égale, on a un complément de prix qui correspond au prix du bio, parce que la matière ensuite est valorisée. Si l'acheteur réussit à le valoriser derrière dans des circuits spéciaux, et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche dans toutes les productions agricoles. Aujourd'hui, c'est le cas, et à mon avis, ça là-dessus, c'était une des questions qu'on se pose dans
dans la démarche de construction de filière, c'est comment est-ce qu'on arrive à, alors peut-être à un prix bio spécifique qui serait indépendant du prix conventionnel. Souvent, c'est ce qui se passe quand les filières agricoles, on va dire, sortent de la niche, sortent du côté quelques petits producteurs, etc., où on le traite comme ça et où on arrive ensuite à un marché spécifique au bio. On arrive à sortir de ça et avoir un prix spécifique bio. Et après, donc, comment il va se calculer? Ça dépend s'il est valorisé dans la filière. Et ensuite, comment cette valorisation est partagée au sein de la filière, quoi. Aujourd'hui, c'est le cas. Enfin, aujourd'hui, on a une valorisation on a une compensation, ouais, et qui correspond entre 15 et 30%, et donc ça correspond en fait. Merci. Encore une question ici, puis après on va enchaîner. Bonjour, Lionel Buchmann. Effectivement, moi je rebondis là-dessus. J'ai un peu ma casquette du côté de la filière laine, et c'est vrai que ces contrats m'intéressent, tripartis, et voir avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et du coup, j'aimerais savoir comment ça fonctionne au niveau du lin, qui est beaucoup plus structuré que la filière laine actuellement, et quelles sont un peu les restrictions que vous voyez. Enfin, en tout cas, je sais que vous parliez d'évolution pour avoir un peu les différents acteurs qui s'accordent sur effectivement une valorisation et une prise de risque peut-être commune, mais voilà, avoir un peu un détail des contrats actuels et voir quels sont les points de blocage peut-être sur les autres acteurs du fin de la chaîne. Merci. Je dirais pour ce qui est des prix et des contrats, ce qui est important, c'est la qualification déjà des fibres. Donc, qu'on parle de qualité, et ensuite, à qualité égale, comment on fait évoluer le prix dans le temps, parce que ce qu'attend, je dirais, le distributeur ou le consommateur, c'est une relative stabilité des prix. Donc, on ne peut pas partir de prix trop haut pour bloquer le marché. Par contre, on peut partir de prix qui sont évolutifs dans le temps. Et je pense que c'est important, comme je disais tout à l'heure, le partage des marges. Donc le partage des marges entre tous les maillons de la filière. Et ça, c'est une stratégie gagnante pour tout le monde. Tu veux dire un petit mot ? Moi, sur les éléments de blocage, si c'était ça la question, je pense que le principal, c'est est-ce qu'on est capable de s'engager à long terme ? Est-ce qu'on est capable de s'engager sur plusieurs années ? Donc je disais, je pense que la question elle se pose dans toutes les filières. Alors moi il me semble que dans le lin il y a un aspect l'année, la récolte, la qualité de la récolte, etc. qui accroît un petit peu le problème. Et ensuite, donc là c'est ça, est-ce qu'on est capable de passer ce cap-là, enfin, ou d'imaginer des choses qui permettent de le gérer. Moi je vois aussi quelque chose, je parlais de contrat à l'échelle de la filière. Peut-être sortir de l'idée qu'on va passer toute sa production en contrat, peut-être multiplier les contrats, c'est-à-dire à chaque étape, on peut tous imaginer d'avoir une partie de sa... Alors pour ceux qui vendent ou pour ceux qui achètent, une partie de sa vente ou une partie de ses appros en contrat, et pourquoi pas multiplier les contrats, et donc ça permet de nouer des contacts au sein de la filière et d'avoir justement ces réflexions-là à chaque fois de qualité, valeur, enfin partage de la valeur, etc. Moi, je vous propose... pas à tout, mais il y a pas mal de choses sur ce sujet-là. On va revenir tout à l'heure peut-être un petit peu sur le marché. De toute façon, au troisième table ronde, on va en parler. Ça marche bien le micro? Vous entendez bien? Donc on va passer à la deuxième table ronde. Je vous remercie beaucoup.